il y a beaucoup de gens qui manquent de discipline. Et parce que les gens manquent de discipline, en fait, ça fait que tu te retrouves dans un schéma où la personne en face ne sait pas qu'il est au boulot, puisqu'il est à la maison dans son cadre. Ça commence par pécher. Deuxième problème, c'est les parents. Les parents vont lui dire, va me faire ceci, va me faire cela, parce qu'ils le voient à la maison et dans la tête des parents, ils n'ont pas encore ce setup de, OK, mon enfant, peut-être il est à la maison, mais il travaille en remote. Donc, il y a culturellement, moi, à mon avis, beaucoup de choses qui empêchaient le travail remote. Et ensuite, le fait que la plupart des gens manquaient de discipline. Et donc, moi, je préférerais qu'on travaille dans des locaux fixes. Maintenant, quand j'ai dû devoir voyager et arriver ici en France, j'ai été obligé de mettre le remote dans les travaux de l'entreprise. Donc, tous les travaux désormais se font en remote. Mais pour y arriver, j'ai dû réduire le nombre de personnes au sein de l'entreprise. On est tout juste trois désormais, trois designers, deux qui sont au Bénin et moi qui suis en France. Donc, on est parti d'une équipe de 10 à 3 et on a quelqu'un qui fait du copywriting et on a une personne en administration, mais je ne les compte pas dans l'équipe design. Alors, comment est-ce qu'on communique? Depuis qu'on était ensemble, on utilise beaucoup la communication par mail. Donc, le premier outil de communication chez nous, c'est les mails. Le deuxième outil, c'est Slack. Donc, Slack est un outil de communication, je ne sais pas si tu le connais. Slack, c'est un outil de communication un peu professionnel qui a l'avantage de pouvoir intégrer je vais dire plusieurs fonctionnalités et de pouvoir intégrer plusieurs autres outils. Donc, tu peux lier, je vais essayer de partager mon écran. Donc, tu peux lier je vais faire ceci, donnez-moi 2 secondes. Hop. Je vais retourner ici. Je suis dans Tony sous Serge. Je suis allé dans Général. OK. Parce que c'est quand même la conversation d'entreprise, donc c'est un peu bizarre de partager ça. OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, je suis dans l'outil Slack. Et en fait, ici, c'est l'outil qu'on utilise, je vais dire, le plus fréquemment pour communiquer. Là, actuellement, voilà, mon nom, c'est Goat. Le calendrier à côté veut dire que je suis dans un meet. Il y a Audi qui est en ligne, il y a Rudy qui est en ligne, il y a Padel et Serge qui ne sont pas en ligne. Mon Google Calendar est lié. Donc, à chaque fois que j'ai un meet, ça m'avertit. Donc, vous voyez là, ça m'a dit j'ai un meet dans 1 minute, c'est Iowa Talk, ça me donne les informations et je peux cliquer pour rejoindre. Là, c'est le bot des anniversaires. Mon Figma est lié. Donc, quand quelqu'un fait un commentaire dans un fichier Figma sur lequel on bosse, je reçois ça directement dans mon inbox Slack. Je peux aussi recevoir le mail. Mais tous les travaux qu'on fait, je reçois un commentaire et je peux répondre directement ici sans aller dans Figma. J'ai Loom. Loom est un outil, je vais aussi le présenter, qu'on utilise pour faire des feedbacks. Même quand on était sur place, on travaille avec une méthodologie qu'on appelle asynchrone. Donc, la méthodologie de travail asynchrone ne demande pas à ce que tout le monde soit là au même moment pour faire un travail. On va faire peu de calls, peu de Google Meet, on va en faire 2 par semaine et tout le reste, c'est message et Loom. Donc, c'est cela qu'on utilise comme outil de communication. Je vais arrêter la présentation, présenter un autre outil. Je vais faire ça et je fais encore présenter une fenêtre Airmail. Donc, partager. Donc, ensuite, je vous présente Airmail. Airmail, c'est mon outil de gestion de mail personnel que j'utilise pour gérer mes mails. Donc, c'est un outil payant. Et donc, à chaque fois que j'ai un mail, je reçois la notification. Et puis après, moi, j'ai beaucoup d'adresses mail. J'ai mon adresse mail qui concerne tout ce qui est design. J'ai mon adresse mail personnelle qui concerne tout ce qui est moi, ma personne. J'ai mon iCloud, j'ai une adresse mail spécialement dédiée pour les hébergements de sites web de data service. Bref, j'ai une adresse mail pour chaque chose et j'ai après l'adresse mail de l'entreprise, donc mon mail professionnel. Et c'est à travers le mail professionnel que je gère toutes mes communications qui ont rapport à l'entreprise. Donc, quand on me demande un contrat pour l'entreprise, quand on doit communiquer avec quelqu'un, quand je dois écrire à quelqu'un,
Les follow-up, on utilise beaucoup les mails. Donc, j'ai parlé des mails, j'ai parlé de Slack. Je vais revoir ta question pour être sûr que je ne suis pas en train d'aller en hors sujet. Donc, les outils. Donc, ça, je parle des outils. Le dernier outil que je vais présenter, je vais l'appeler Loom. Et pour le présenter, je vais un peu partager l'intégralité de votre écran. Hop, partager. Donc, en gros, ici, vous allez voir l'intégralité de mon écran. Je vais essayer de quitter et je vais aller sur Loom. Donc, Loom, en fait, c'est l'outil que moi, j'aime d'une certaine façon le plus en termes d'outils de travail. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? En haut, ici, je suis en train de cliquer Loom. Je peux enregistrer mon écran et faire des commentaires. Donc, je peux décider de commencer par enregistrer l'écran. Donc, start recording, ça va compter 3, 2, 1, 0. Et actuellement, c'est en train d'enregistrer mon écran. Donc, je suppose que j'ai eu un travail qu'un de mes collaborateurs a fait. Je vais aller dans ce projet-là et que je dois lui faire un feedback. Donc, je dois lui faire un feedback. Ce que Loom me permet de faire, c'est de venir, en fait, et d'avoir mon écran. Donc là, vous êtes en train de voir ce qui se passe dans Loom en live. Mon écran comme ça et tout ce que je suis en train de dire est en train d'être enregistré. Donc, je vais dire bonjour Padel, bonjour Serge, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous faire des feedbacks par rapport au travail que vous avez fait. Et maintenant, moi, je peux prendre des outils de dessin et dessiner sur l'écran, faire des feedbacks, dire, enfin, faire des commentaires. Et en fait, les personnes vont voir ce que je vois sur mon écran et je vais pouvoir faire les feedbacks. Ça évite de faire des calls à tout va, ça évite d'être obligé d'être là au même moment pour travailler. Donc, eux, ils peuvent faire un travail à 10 heures et m'envoyer un feedback et moi, je peux répondre à 4 heures du matin parce que c'est à 4 heures que j'ai le temps de répondre. Et en fait, ça ne va pas empiétrer les uns les autres. Donc, je vais dire, OK, ici, sur ce visuel, le premier défaut que je vois, c'est que le visuel, il y a beaucoup d'éléments graphiques. Donc, ça va donner un visual weight un peu trop important. Donc, je vais supprimer tous les éléments graphiques et donc, je vais créer une deuxième version sans ces éléments graphiques-là. Ensuite, je vais faire tous mes feedbacks en observant mon écran et en faisant un retour. Et en fait, si vous regardez bien, dans le coin ici, bon, c'est parti, mais dans le coin ici, il y a, je vais faire done, vous allez voir qu'il y a le nombre de minutes que je suis en train de faire et le bouton stop. Lorsqu'on utilise la version gratuite de Loom, on a droit à 5 minutes par vidéo. Lorsqu'on utilise la version payante, on peut faire une vidéo de une journée si ça nous enchante. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, moi, je peux copier le lien de ce fichier-là, aller dans mon Slack et décider de l'envoyer à un de mes collaborateurs pour qu'il regarde. Et en fait, vous allez voir, par exemple, je suis dans cette conversation, l'un de mes collaborateurs m'a fait un Loom pour présenter un projet qu'on devait, enfin, pour présenter la présentation d'un projet qu'on devait faire à un client. Donc, au lieu même de faire un call avec un client pour lui présenter les avancées de nos travaux, on peut faire des Looms et on va dire au client, voilà là où on en est, voilà ce qu'on attend de toi. Donc, regarde cette vidéo, regarde le PDF qu'on t'a envoyé et prépare-toi pour que quand on va faire le call, on puisse discuter de A, B, C ou D. Donc, ça nous évite d'arriver dans un call avec un client sans qu'il ne sache ce dont on veut parler. Et ce qui est intéressant avec Loom, c'est que quand quelqu'un regarde ton Loom, tu sais. Donc là, j'ai ce Loom-là. Ce qui est intéressant, c'est que je peux lire la vidéo en 0,8, une fois 1,2, jusqu'à 2 fois 5 fois la vitesse dans laquelle ça a été enregistré. Donc, si c'était une vidéo qui a été enregistrée, qui a fait 30 minutes, je peux faire 15 minutes à la regarder. Et si je fais 15 minutes à la regarder, ça veut dire que j'ai économisé 15 minutes d'un meet. Parce que quand on fait un meet en live, comme on est en train de faire là, on ne peut pas accélérer la vitesse de parole de la personne ne pourra pas parler. Donc, j'essaie de le faire, mais ça ne marche pas. Vous ne pouvez juste pas accélérer la vitesse de parole de quelqu'un. Vous êtes obligé d'aller à son rythme. Et vous ne pouvez pas revenir derrière quand la personne est en train de parler. Donc, à moins que je vous donne l'enregistrement de cette vidéo dans le futur, vous n'êtes pas en mesure de retourner derrière voir un truc spécifique que j'ai montré précédemment. Donc, voilà l'intérêt de Loom. Et en termes de Loom, enfin pas tout, mais la plupart, la grande majorité des feedbacks clients que nous on fait dans l'entreprise, on les fait via Loom. Et ici, par exemple, Loom me dit, dans les 3 derniers mois, j'ai économisé 21 heures de conversation live. Donc, rien qu'en enregistrant des Loom, j'ai économisé 21 heures de conversation live. Et vous allez voir, j'ai beaucoup de Loom, moi, en tout cas, dans mon travail.
Et ça va vraiment loin dans le passé. Depuis 2022, j'utilise Loom depuis un an et j'ai pu faire beaucoup de feedback. Donc, j'ai parlé de Loom, j'ai parlé de Slack et je vais aussi parler de Google Drive. Là, c'est mon Gmail personnel, mais j'ai aussi un Gmail professionnel qui et dans ce Gmail professionnel-là, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, dans mon Gmail simple, c'est un Gmail Premium. Donc, ça me permet d'avoir sur mon Drive 200 gigas d'espace de stockage. Et dans ces 200 gigas d'espace de stockage, vous allez voir, j'ai déjà utilisé 135 gigas. Tous les fichiers dans ma vie d'entrepreneur sont sur le Drive. Je ne garde aucun fichier sur mon ordinateur parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de perdre mes ordinateurs. J'ai un de mes Macs sur lequel j'ai versé de l'eau sans savoir et ça s'est grillé. J'ai un autre Mac que j'ai formaté sans savoir. J'ai souvent plusieurs appareils Apple. Quand j'étais à Cotonou, j'avais mon Mac, mon iMac, mon iPad. Et ce n'est pas évident de promener des fichiers d'un ordi à un autre. Donc, là, je suis en train de faire ce call sur mon Mac, mais j'aimerais bien passer sur mon iPad pour continuer par travailler. J'ai Google Drive avec les fichiers qui sont dessus. Donc, tous les fichiers de l'entreprise sont actuellement sur Google Drive, sur ce Google Drive de 200 gigas. Mais actuellement, on est dans une phase de transition dans l'entreprise où on veut migrer vers Google Workspace. Et l'avantage de Google Workspace, c'est que nous avons 2 Tera d'espace de stockage disponible au lieu de 200 gigas. Donc ça, par contre, ça coûte un peu cher. Je crois que c'est 12 ou 15 euros par mois qu'il faut payer par compte d'utilisateur. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Par contre, Google Drive Pro, c'est plus, je crois, 25 dollars par an. Donc, c'est plutôt cheap, c'est plutôt accessible. Donc, ce qui va faire que je vais essayer de faire, je vais faire ceci. Je vais aller dans les fichiers. Donc, il y a l'explorateur de fichiers. Je vais dans Horta. Vous allez voir, depuis 2019, tout ce que vous voyez ici, c'est le Drive. Donc, depuis 2019, tous les fichiers de l'entreprise sont stockés en ligne. Parce que, enfin, moi, je suis très pointueux sur l'organisation des fichiers. Je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas zoomer. Mais ce qui est sûr, si je rentre dans 2019, vous allez voir, il y a les dossiers administratifs, il y a les dossiers de communication, il y a les dossiers comptables, il y a les dossiers de design, il y a les dossiers print, les dossiers site web. Donc, en fonction des projets qu'on a eu par année, vous aurez des dossiers différents. 2020, presque la même organisation. 2021, presque la même organisation. 2022, presque la même chose. Et aujourd'hui, on est en 2023. Il faut aussi dire qu'avec les années, on a amélioré notre façon de garder les fichiers dans le Drive. Aujourd'hui, j'ai le dossier administratif, j'ai le dossier AEWA qui est le toll que je fais, j'ai comptabilité. Dans comptabilité, j'ai les bilans de l'année passée, j'ai les factures normalisées qui sont émises, j'ai les factures pro forma qui sont émises et je classe ça en fonction de chaque catégorie. Est-ce que c'est une facture pro forma émise pour le branding? Est-ce que c'est pour une consultation individuelle? Est-ce que c'est pour du design éditorial? Est-ce que c'est pour de l'hébergement de site web? Et aussi les factures qu'on reçoit. On émet des factures, mais on reçoit aussi des factures. Donc, tout ça, je classe ça. Le dossier design, désormais, bon, ce n'était pas la même organisation, mais depuis 2023, on classe par type de projet. Donc, on a les dossiers branding. Et à chaque fois qu'on a un client, on va créer un nom pour le client et on va mettre tous les projets branding de ce client-là dans ce dossier. Digital product. Donc, digital product, c'est tout ce qui est design de produits digitales, d'applications mobiles, de sites web et tout ce qui va avec. Donc là, on va écrire pour chaque client les contrats qu'on a, le design éditorial, on va faire pareil, design graphique, on va faire pareil, bref, ainsi de suite. Donc, tout est sur Drive. Comme ça, on est sûr que même si un jour nos ordinateurs arrivaient à griller, arrivaient à avoir un problème, on pourra quand même continuer par travailler et que les fichiers de nos clients et nos archives ne sont pas liés à notre ordinateur de façon physique. Donc, voilà ce que je peux dire ou ce qui est dans ma tête là tout de suite pour tout ce qui est outils professionnels qu'on utilise. Peut-être un truc que je n'ai pas dit, bon, je ne l'ai pas dit, mais on utilise aussi beaucoup les logiciels de la suite Adobe, de la suite Microsoft et Figma. Figma, on l'utilise beaucoup au sein de l'équipe dernièrement parce que ça permet à tout le monde de travailler au même endroit et d'avoir la même vue sur les projets.
mais on ne livre pas nos fichiers depuis Figma. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est identité de marque, même si on travaille dans Figma, on sait qu'à un moment, ce qu'on a créé dans Figma, on va le recréer dans InDesign pour que ce soit facilement beaucoup plus exploitable, pour que ça puisse aller en production. En termes de logiciel, ce que j'utilise le plus, c'est InDesign. Photoshop et AI, je les utilise aussi, mais pas tant que ça. Avant AI, je l'utilisais pour tout ce qui est vectoriel. Et je l'utilise encore pour tout ce qui est vectoriel et illustration. Je faisais directement mes logos dans AI. Mais aujourd'hui, je peux créer un logo dans Figma parce que Figma a aussi cette capacité visuelle, mais surtout parce que je peux le créer à un endroit où un autre employé va voir ce que je fais. Et généralement, c'est très intéressant et c'est très, enfin, c'est mieux pour nous d'avoir un seul endroit où nous tous on est en même temps pour pouvoir travailler. Donc, parfois, ce qu'on fait aussi, comme AI, on peut exporter un SVG, importer un SVG dans Figma, on fait les travaux de façon individuelle sur AI et on importe les SVG dans Figma pour que tout le monde voit. Donc, ce qui est intéressant avec AI quand tu fais du vectoriel, c'est que c'est super puissant. Donc, il y a des choses que tu peux faire beaucoup plus vite que tu ne le ferais dans Figma. Mais là, ça dépend de ta dextérité. Mais quand même, Figma est un bon palliatif dans le sens où ça permet de rassembler tout le monde au même endroit. Donc, pour ce qui est des outils logiciels, voilà ce que je peux dire. Figma, le suite Adobe, suite Office, Drive, Airmail, Loom, ouais, Slack, c'est ce que j'utilise au quotidien. Maintenant, après, j'ai d'autres outils qui sont plus liés à moi, des préférences personnelles, qu'à l'entreprise en elle-même. Maintenant, quels sont les outils en termes de mobilier? Euh, Mobilier, bon, aujourd'hui, je suis en France, comparé à ce que j'avais au Bénin, franchement, merci Jepta. Comparé à ce que j'avais au Bénin, franchement, en termes de mobilier, j'ai pas grand-chose. Euh, je pourrais même dire que c'est un peu nul. La chaise est nulle. La table, le setup de travail, c'est pas vraiment intéressant. Quand j'étais à Cotonou, j'avais un desktop, j'avais un bon bureau de travail, j'avais installé de la lumière confortablement. J'utilisais des chaises de travail qui étaient faites spécifiquement pour le travail en télétravail ou le travail devant des ordis parce que je passe la grande majorité de mon temps devant l'ordi. Donc, il faut une très bonne chaise, il faut un ordinateur qui est élevé à la taille des yeux. Il ne faudrait pas que quand vous êtes en face de votre ordinateur, vous deviez vous courber pour regarder votre ordinateur vers le bas. Il faudrait que l'écran soit au niveau de vos yeux. Donc, moi, à Cotonou, j'avais pris le temps quand même d'installer tout un setup pour ça. La seule chose que je pourrais dire en termes de mobilier, c'est qu'il faut investir dans une bonne table. Il faut ensuite investir dans une bonne chaise. Une bonne chaise, c'est minimum 40 000, en moyenne 60 000. Mais en fait, après, c'est là aussi la question. C'est pas parce que je veux pas que vous preniez ça en mode de la famille a dit d'acheter une chaise à 40 000 ou à 60 000. Non, il faudrait juste que vous vous dites, OK, si je dois améliorer mon setup de travail, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de X, Y, Z. J'ai besoin d'une table, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'un meilleur microphone. Bref, vous faites la liste, vous écrivez la liste, vous allez chercher les prix, vous écrivez les prix des différents éléments que vous voulez acheter et vous vous demandez, OK, la liste de tout ce que je vais acheter, ça fait peut-être 500 000, 600 000. Qu'est-ce que je fais? Combien de clients? Si je dois gagner 500 000 pour acheter mon matériel, combien de contrats il me faut pour atteindre les 500 000? Donc, si je dois faire 10 contrats pour atteindre 500 000, il faut que je facture chaque contrat à 50 000. Donc, il faut que mes 10 prochains contrats, je les facture à 50 000, que je fasse 100% bénéfice, que je ne dépense pas dans l'argent pour prendre soin de moi, pour faire autre chose, mais que j'épargne 100% de l'argent qui entre et qu'au bout de 10 contrats, j'ai mes 500 000. Ou vous pouvez vous dire, il faut que je fasse 100 contrats de 5 000. C'est aussi une stratégie. Je ne sais pas si elle est vivable, mais c'est soit 100 contrats de 5 000, soit 10 contrats de 50 000 ou 20 contrats de 25 000. Donc, c'est vous qui essayez de voir comment est-ce que vous tarifez vos propositions pour pouvoir matcher vos ambitions de matériel. Donc, en termes de mobilier, c'est plus un bon desktop de travail, une bonne chaise de bureau. Pour ce qui est du matériel physique, là, je ne peux pas vraiment vous conseiller. Mais ce que je sais, c'est que j'ai utilisé un ordinateur Windows pendant des années avant de prendre mon premier Mac. Et ce que je peux aussi dire, c'est que en 2022, je n'avais pas de PC.
parce qu'en début d'année, entre février et mars, j'ai grillé mon MacBook Pro que j'avais juste pris l'année précédente. Et du coup, j'ai fait 1 an sans ordinateur portatif. J'ai plus utilisé tablette et iMac. Donc, c'est pour dire qu'il vous faudra du temps pour acquérir les équipements que vous désirez, dont vous rêvez. Et il ne faut pas se presser, il faut juste prendre son temps, il faut juste faire chaque chose en son temps. Donc, distance d'avoir confort dans son matériel, éviter les problèmes de santé, de toujours rester motivé. Donc, rester motivé, bon, je ne sais pas si je pourrais avoir une réponse à ça, mais pour éviter les problèmes de santé, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. La seule chose que je vais ajouter, c'est se lever une fois chaque 1 heure. Donc, il faudrait trouver un moyen, mettre un pommeau focus ou un timer chaque fois, 50 minutes, vous devez vous lever. C'est très mauvais pour la santé de rester assis euh, plus d'1 heure. Donc, chaque 1 heure, levez-vous, marchez un peu et revenez vous asseoir. Ou si vous voulez faire de grands blocs de concentration, ne passez pas plus de 2 heures assis. Même si c'est vous lever, rester debout et continuer pas à travailler, c'est une option plus intéressante que de rester assis plus de 2 heures. Donc, voilà, pour rester motivé, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça peut dépendre des périodes de votre vie. Si vous traversez une période difficile, vous n'allez pas être super motivé à travailler, mais il faut comprendre que ces périodes-là sont des périodes de la vie qui arrivent et il faut savoir les prendre telles quelles. Il ne faut pas forcer, se dire je ne suis pas motivé, donc genre, ma vie n'est pas bien. Non. Par contre, ce que vous pourriez faire pour ne pas être trop victime des smartphones, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui perdent de la motivation à cause de la quantité énorme de dopamine qu'ils reçoivent quand ils scrollent les réseaux sociaux, TikTok, scroll. C'est un peu comme si on est drogué quand on fait ce truc-là. On est sur WhatsApp, quand un statut apparaît, on a un point rouge qui apparaît sur les statuts pour nous notifier les notifications des messages. Moi, personnellement, toutes les notifications sur mon téléphone sont éteintes, sauf les SMS. SMS et notifications de ma banque. C'est les seules notifications que je reçois. Les appels, tous les jours ouvrables de 8h à 18h, je ne reçois pas les notifications. WhatsApp, les notifications sont désactivées. C'est uniquement si je rentre dans l'appli, je saurai que tu m'as écrit. Tout le monde en story et en silence pour que ce soit une action consciente. Que ce ne soit pas parce que j'ai vu un point rouge que je suis allé dans Story, mais parce que je voulais aller dans Story, parce que je voulais regarder la story de quelqu'un, que je suis allé dans Story. Donc, après, c'est des mécanismes que moi, j'ai mis en place pour protéger l'émission de dopamine par mon cerveau. Parce que l'émission de dopamine gratuite à travers les réseaux sociaux est dangereuse pour notre motivation. Et en plus de ça, il faut faire du sport si vous pouvez. Marcher, courir, en tout cas, c'est un truc qui est pénible physiquement et qui n'émet pas une grande quantité de dopamine pour vous permettre de garder à l'esprit que c'est dans la douleur normalement on a des sécrétions de dopamine pour un humain. Donc voilà, est-ce que du coup vous avez des questions que vous voulez poser spécifiquement auxquelles je pourrais répondre? Est-ce qu'il y a un sujet dont vous aimeriez que je parle? Je vous écoute. Ok, donc la première question c'était comment est-ce qu'on fait pour quitter Figma? La deuxième question c'était euh, ce sera quel outil j'utilise pour livrer. Donc là, je vous montre un projet qu'on est en train d'exécuter depuis des mois pour un client pour lequel on est en train de faire une identité visuelle. Donc ça, c'est nos explorations je vais dire, de concept d'une certaine façon. Prenez ça comme ça. Du coup, je fais un CTRL G pour cacher les grilles, un commande backslash pour cacher mes règles. Donc, en gros, on a fait ici réseaux sociaux. Donc, on a fait des templates. Ensuite, on a fait signalétique bureau. Je ne sais même pas si c'est ce projet qui sera le plus intéressant. Je vais chercher un autre projet. Là, ça va Sobaps. Ça va beaucoup plus vous parler. Sobaps. Donc, on a fait l'identité visuelle de la société béninoise d'approvisionnement en produits de santé. Et pour faire cette identité visuelle-là, je ne sais pas si les choses vont apparaître, mais vous allez voir, tout ceci, Figma, parfois ça prend du temps à charger. C'est des visuels qui ont été produits.
Je ne sais pas si vous voyez. Tout ce qui est là, c'est des visuels qui ont été produits. Ça a été produit dans Figma. Et en fait, il a fallu livrer ça au client. Et le client, dans ce cas-ci, il ne sait pas utiliser ces outils-là. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Quand on finit, je suppose, hein, on a fini de designer ceci dans Figma. Bon, là encore, quand on faisait ceci, on était encore dans nos bureaux physiques. Donc, on pouvait travailler en mode offline. On a fini de designer ceci. Donc, je vais aller dans Horta. Je vais aller dans 2022 puisque c'est un projet de 2022. Oh là là. C'est dans Design. Ça va être probablement dans Sobaps. Donc, je vais chercher Sobaps. Voici Sobaps. Ensuite, il y a la charte graphique, export, INDD. Je vais prendre livraison. Je vais aller directement au plus important. Donc, on a badge. Dans le dossier badge maintenant, on a les IDML. Les IDML, c'est un format de InDesign qu'on appelle format de mode de compatibilité. Donc, même si nous, on a travaillé dans InDesign 2022 et que les gens ont InDesign, je ne sais pas, 1980, je dis n'importe quoi, le IDML va devoir fonctionner. Le INDD, c'est le fichier InDesign du badge. Donc, si on ouvre ceci maintenant dans InDesign, ce sera le badge qu'on a designé qui sera là. Et normalement, ce dossier que je suis en train de vous montrer est disponible et accessible au client. Et du coup, le client qui reçoit le dossier qu'on lui a livré, il est obligé d'avoir un designer qui sait utiliser InDesign. Donc, c'est là la nuance. Il faut savoir quelle est la capacité du client. Est-ce que le client sait utiliser InDesign? Est-ce qu'il sait utiliser Photoshop? Est-ce qu'il sait utiliser Canva? Quel est son Internet or Design Literacy? Quelle est sa capacité ou quelle est sa compétence en design? Donc, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va livrer. Mais puisque c'est une grande boîte, ils ne vont pas se mettre à faire les badges par eux-mêmes et ils ne vont pas se mettre à faire les badges manuellement. Donc, des choses comme les badges, on ne va pas leur conseiller de faire ça eux-mêmes. Il faudra forcément qu'ils contactent un designer. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre, on s'en fout, pourvu qu'ils contactent un designer. Et on dit non, le nom doit être écrit en taille de police 12, le prénom en taille de police 12, le poste en taille de police 16, le mail de la personne doit être écrit ici, @sobaps, et on montre en fait le badge. C'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très basique. Et c'est là où, en fait, quand vous allez commencer par produire des designs qui doivent aller en production, qui doivent être utilisés par d'autres personnes, vous allez vous rendre compte du nombre de règles et de, je vais dire, contraintes graphiques qu'il faut s'infliger ou qu'il faut se poser. Donc, pareil ici, vous avez à chaque fois IDML, INDD, PDF. Et dans le PDF, généralement, ce qu'on met, c'est une version PDF de ce à quoi l'élément va ressembler au final. Donc, vous avez les PNG et à chaque fois, on fait ça pour tous les éléments. Et dans la charte graphique que nous, on va rédiger toutes les règles d'utilisation du logo, toutes les règles d'utilisation des fichiers. Donc, on dit par exemple quel format utiliser. Dans le logo, on a livré plein de formats. On a livré IPS, PNG, SVG, JPEG, etc. On va écrire les règles et on va écrire les formats. Est-ce que c'est CMYK qu'il faut utiliser dans tel contexte? Est-ce que c'est RVB? Parce que même dans la nomenclature des livrables, nous, on va livrer jusqu'à on va livrer logo Sobaps noir, RVB, logo Sobaps noir, CMJN. Parce que du noir en RVB, ce n'est pas la même chose que du noir en CMJN. Donc, en fait, nous, c'est l'extra travail qu'on va faire. Et là où les choses seront intéressantes, c'est que pour des éléments comme la couverture de documents, la version originale, c'est fait en InDesign. Normalement, il faut qu'ils utilisent InDesign pour modifier. Mais le DG dit qu'il veut modifier la couverture. Le DG de l'entreprise dit qu'il veut modifier la couverture. Nous, on va lui dire d'aller installer InDesign. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer notre design dans Word. Donc, vous voyez ici, le design qu'on a créé dans InDesign, on doit avoir la capacité de recréer ça dans Word, textuellement, avec des éléments qui sont de Word. Et c'est là où on va différencier les capacités techniques de tout le monde, en fait. C'est là où la différence se creuse. Parce que nous, on va essayer de mettre en place des templates qui, même si nous, on n'est pas là, même si la personne ne sait pas utiliser InDesign, même s'il ne sait pas utiliser Photoshop, il devrait être en mesure de modifier. Mais on va quand même lui dire que ce n'est pas son rôle, que ce n'est pas normalement lui qui doit le faire. Et la version Word qu'on lui livre, on ne lui livre pas pour qu'il puisse s'improviser designer, mais pour qu'il puisse l'utiliser dans le futur à des fins, je vais dire,
d'urgence. Donc, il y a des éléments pour lesquels on va livrer Word et InDesign, mais il y a des éléments pour lesquels on va livrer que InDesign. Et la plupart du temps, on ne livre que les versions InDesign. Parce que, bon, parfois on livre des versions AI, mais c'est pour des choses spécifiques. Vous voyez là, le AI qu'on a livré, c'est pour des dessins, des modèles. Donc ça, c'est pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait pour quitter Figma pour arriver à InDesign. On va tout faire dans Figma. On va explorer tous les concepts. Donc, si je reviens au fichier Figma que j'avais montré tout à l'heure, je vais aller directement sur l'identité visuelle d'Ibarwest. Ce qui va se passer ici, si je montre concept 2, par exemple, on a exploré carte de visite, on a exploré signalétique, on a exploré badge, tasse, signalétique de bureau, couverture de documents en format A4. Mon équipe, parce qu'il a déjà eu cette expérience de SOBAPS, c'est que ceux qui sont en train de fabriquer là, ils ont tout intérêt à faire de telle sorte que ce soit réplicable dans Word. Parce que ça, là, ça peut être beau. Hein. Vous pouvez créer le plus beau des designs du monde. Mais si ce n'est pas utilisable par le client, ça ne sert absolument à rien. Donc, on peut faire des trucs fancy, on peut ajouter des trucs impossibles, mais le plus simple et le plus versatile, le mieux. Donc, note de service. Et moi, parfois, je vais venir et les gars vont faire des trucs qui sont très jolis. Je vais leur dire, OK, convertis-moi ça dans Word, convertis-moi ça dans PowerPoint, montre-moi comment ça va être utilisé. Donc, par exemple, la signature de mail, je vais montrer ceci. Cette signature de mail-là ne sera jamais utilisable. Ce ne sera pas possible parce qu'il y a trop d'erreurs techniques. Tu ne vas pas trouver un moyen de créer une signature mail qui a un fond comme ça. Et quand tu vas envoyer un mail avec une image en signature à certains fournisseurs, à certaines institutions surtout, la façon dont les mails des institutions sont configurés, c'est fait pour bloquer les images. Du coup, tu envoies si la personne exporte la version photo de la signature mail et il envoie le mail, bah, la signature ne va jamais apparaître parce que par défaut, le client mail de l'institution internationale va bloquer l'image. Mais tout ça, en fait, c'est l'expérience qui te fait comprendre ça. C'est l'expérience qui te permet d'apprendre ça. Donc, ça, par exemple, c'est designé, mais moi, je sais que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Et je sais là où ça va rattraper les gars qui ont designé ça, c'est lorsqu'on va leur demander de sortir la version fonctionnelle qu'on va pouvoir intégrer dans un mail. Donc, parfois, le design, c'est pas comment est-ce que je peux être le plus créatif. Parfois, le design, c'est aussi comment est-ce que je fais quelque chose qui reste créatif, qui reste beau, qui respecte les règles et les principes du design, mais qui peut être utilisé hors des outils de designer que je connais. Donc, pour répondre à la deuxième personne qui demandait en fait, du coup, comment est-ce qu'on fait pour livrer, moi, j'ai eu des cas, je vais vous montrer. Donc, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Cécile Azon-Ritodé, elle est sur LinkedIn. Nous avons à un moment fait des templates de visuels pour elle, pour qu'elle puisse publier son contenu sur les réseaux sociaux. Ça, je ne sais même pas si c'est le fichier final livré, c'est la version citation. Il y a d'autres versions. Il y a la version citation, mais nous, on a créé des variantes. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que, en gros, on fait un loom où on explique à la cliente que si elle veut créer une nouvelle citation, elle vient dans Asset et elle tire le component. Et en fait, on lui dit, OK, si elle veut changer le contenu de son élément, elle doit venir ici et écrire bonjour le monde, j'ai une superbe citation pour vous aujourd'hui. Et en fait, parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait cette vidéo et parce qu'on a montré en fait comment utiliser le template, ça fait qu'elle peut venir et facilement changer. Donc, ça, c'est le template de citation courte. Elle peut décider de faire un template autre. Je peux passer de cet exemple-là, de Cécile à longue, je peux passer à citation courte. Donc, j'ai le template pour les citations courtes, j'ai le template pour les citations longues et j'ai le template pour les citations qui viennent d'elle-même en tant que Cécile. Et à chaque fois, peu importe le test, je vais aller chercher un test dans Word euh, pour vous montrer est-ce que j'ai un contenu Word que je peux choper quelque part. Je vais prendre ceci, hop, hop, hop.
Je copie le contenu, hop, je vais dans Figma, je viens là et je colle. Donc, automatiquement, la façon dont on a designé le component fait que ça va s'adapter. Et ça, en fait, c'est juste la façon dont nous, on a pu aider. C'était pour un ami Benito qu'on a designé ce template-là parce qu'il fait des trucs d'accompagnement de gens sur LinkedIn, etc. Mais en fait, nous, on a dit, OK, quel est le niveau de literacy de cette personne? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'élément le plus utilisable possible? On a dit, OK, on va faire des components. On va faire des components, on va designer les éléments de telle sorte qu'on aura des variantes et la dame, elle aura juste à changer les variantes. On a fait ça pour les citations, on a fait ça pour les carousels, on a fait ça aussi pour les carousels, voilà, template carousel. Et c'est là où vous allez voir comment notre workflow est super intéressant. Donc là, par exemple, on dit, ça c'est la couverture, ça c'est citation, ça c'est élément principal. Et en fait, si tu veux écrire du contenu, on te met tout, même les photos, si tu veux les changer, euh, tu veux une femme, tu veux un homme, on te met un homme. Tu veux une femme, tu viens ici, tu prends une femme. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que c'est l'homme avec la cravate? Est-ce que c'est l'homme qui indique le PC? Bref, on a fait et on a automatisé ça. Et c'est là, en fait, pour moi, en tout cas, où vous allez montrer un niveau de compétence qui est supérieur. C'est que vous allez au-delà de tout ce que le client peut espérer, de tout ce que le client peut attendre. Donc ça, c'est les slides de conclusion. Ça, c'est la slide de call to action. Et en fait, nous, tout le travail qu'on a fait, c'est juste nous assurer de transformer le désir du client en quelque chose de très intéressant. Et on met ici, vous allez voir, quelque chose pour lui permettre de comprendre comment utiliser les slides. Et voilà, ici, vous allez voir les variantes, c'est les différentes images qu'on a intégrées. On a fait une version blanche, on a fait une version bleue, on a fait une version noire. Et même quand tu viens dans Carousel, hein, quand tu viens dans Carousel ici, si tu veux ça, la couverture en version noire, tu viens là, tu mets noir et bam, ça devient la version noire. Tu veux ça en bleu, tu viens, tu mets bleu, ça devient la version bleue. Tu veux en blanc, ça devient la version blanc. Et en fait, ce qu'on fait maintenant, je vous avais parlé de Loom, je vais retourner sur Loom. Je retourne sur Loom, je retourne sur ma librairie. En gros, à un moment, on lui a fait un Loom. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais on a fait un Loom pour expliquer à cette cliente-là comment, voilà, voilà, on a un Loom de 3 minutes, on a un Loom de 8 minutes, où on explique à la cliente comment utiliser ce qu'on lui a fait. Et je peux jouer une partie du Loom. Donc, en gros, je ne sais pas si vous voyez, tout ça, en fait, a été fait, planifié, et ensuite, on a livré au client. Et voilà comment nous, on a rendu le travail. Ceci, on peut le faire aussi dans PowerPoint. On peut livrer des PowerPoint au client si le client se sent plus à l'aise en PowerPoint. On peut livrer quoi? Un Canva. On peut aller créer un template Canva pour la personne. Je vais dire quelque chose de ridicule, mais on peut même le faire dans Word. Sauf que ce n'est pas l'outil approprié. Donc, il faut savoir que euh, en tant que designer, en tant que professionnel, vous n'êtes pas limité à un outil, vous êtes limité à un devoir de résultat, à un devoir de rendre une expérience simple, intuitive, facile, ça c'est côté user experience, mais quand même de rendre quelque chose de beau et d'attrayant. Donc voilà ce que je peux dire sur sur les différents outils. J'espère que j'ai répondu aux deux questions. Oui, c'est bon. Oui. Ok, top. Ensuite, pour les livres, c'est une question difficile à laquelle répondre. Parce que si tu me demandes quel livre je pourrais conseiller, ça peut être en design, ça peut être juste dans la vie, ça peut être dans trop de domaines. Et même en design, il y a 1 milliard de livres qui sont vendus. C'est quel domaine du design? C'est pour répondre à quel problème? La seule chose que je peux dire, c'est que n'allez pas prendre un livre parce que on a dit que c'est un bon livre. Mais il faut prendre un livre parce que vous avez lu et vous avez vu que ce livre-là peut vous permettre de répondre à des problèmes, à des contraintes, à des challenges que vous avez sur le moment en termes de design.
Donc, si j'ai un problème qui fait que je ne maîtrise pas les couleurs, je vais chercher un livre de design qui me, qui m'enseigne l'harmonie des couleurs. Si j'ai un problème avec les typos ou si je ne maîtrise pas bien les typographies, je vais chercher un livre de design qui m'enseigne comment combiner les typographies, quelles sont les différentes typographies, quel est leur historique et quel est leur symbolisme. Si je sens que j'ai un problème à créer des layouts intéressants, je vais aller chercher un livre sur les grilles et les layouts. Et voilà, donc si tu as une meilleure question, je peux apporter une réponse plus précise. Si tu sais exactement dans quel domaine tu as besoin de recommandations et quel est le problème que tu essaies de résoudre avec le livre, je peux te donner une réponse plus précise. Un livre par rapport à l'ergonomie des interfaces et web et mobile. Donc, du coup, si tu cherches un livre par rapport à l'ergonomie des interfaces, il y a plusieurs livres que tu pourrais lire. Il y a les livres de Don Norman. Euh, je peux te recommander deux, trois livres, mais je peux aussi te dire de juste googler Top 10 Books on UI Design. Enfin, chercher en anglais quels sont les 10 meilleurs livres du design UI, faire une recherche Google, ouvrir 5, 6 onglets et prendre les 3, 4 livres qui reviennent le plus. Donc, c'est ce que moi, j'aurais fait. Je vais partager mon écran et je vais faire exactement ce que je suis en train de raconter. Hop, je vais aller sur Google, euh, Top 10 Books on UI Design. Je commence par là. Donc, j'ai tout ceci qui m'est proposé et j'ai ceci. Bon, c'est une pub, donc c'est peut-être des conneries, mais voilà, j'ai parlé des livres de Don Norman et parmi les livres de Don Norman, il y a ceci, The Design of Everything. Il y a Don't Make Me Think, qui est aussi un super bon livre. Donc, ces deux-là, c'est déjà bon. Universal Principle of Design aussi pourrait être un bon truc. Donc, tu vois déjà là, j'ai parlé des livres de Don Norman. Il y en a plusieurs. The Design of Everything. Je n'ai pas les noms en tête, mais c'est juste derrière moi dans ma bibliothèque. Du coup, ça, c'est super intéressant. J'ai celui-ci. J'ai aussi celui-ci, Don't Make Me Think, qui est un super bon bouquin. Et voilà, en fait. Donc, moi, j'aurais ouvert quelques articles et maintenant, je ferme, je vois. Ici, ils ont dit les 26. Ils ont cité 26 livres. Je vais regarder le tout et je vais dire, OK, je ne vais pas juste aller acheter ce qu'ils ont dit parce que c'était un article sponsorisé. Je vais me dire, OK, qu'est-ce que quelqu'un d'autre dit? Bon, là, il ne te parle pas de design d'interface, il te parle de dictionary, de Designer Dictionary of Color, je laisse un bon livre. Thinking with Type, je laisse un bon livre. Mais en fait, je vais juste, Don't Make Me Think, tu vois, ça c'est revenu. Donc, ça fait la troisième fois qu'on vient de voir ce livre-là. Donc, je dis, ah, Don't Make Me Think est probablement un bon livre. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai établi ma liste de livres à acheter. Je google ma question, tu vois, The Design of Everything, Done Normal, c'est encore revenu. Donc, voilà deux livres qui sont revenus plusieurs fois. Je peux fermer ici. Don't Make Me Think est revenu, The Design of Everything, deux versions de Don't Make Me Think, bref. 15 Refactoring UI, ça aussi, c'est un super bon livre. C'est un super, super bon livre. Refactoring UI, The Law of UX aussi, super intéressant. 100 Things Every Designer Should Know About People est aussi un super bon livre. En termes de psychologie, Design is a Job, je ne connais pas. Hooked, je l'ai, c'est un super bon livre aussi. Rocket, je ne connais pas. Don't Make Me Think, c'est encore revenu. Donc, tu vois, en fait, Continuous Discovery Habit. C'est très important quand tu fais du design UI, UX de maîtriser la psychologie et le comportement humain. Donc, tout ce qui sera psychologie, comportement humain, ce sera des trucs qu'il faut absolument avoir. Sprint, c'est l'un des classiques, mais plus niveau UX design. The Design of Everything Done Normal, c'est encore revenu. Donc, tu vois, voilà comment tu commences par voir que plus tu vas voir des trucs, plus certaines choses vont revenir. Et c'est ainsi que tu choisis tes bouquins que tu veux acheter sur le design. Tu vois, ne serait-ce que ceci, The Design of Everything, on est allé sur 4 sites ou 5 sites différents, c'est toujours revenu. Donc, au moins, tu sais que bon, même si je dois faire une liste de 10 livres, je commence par acheter celui-là. Maintenant, est-ce que tu vas trouver ça à Cotonou? Franchement, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Hop. Refactoring UI, c'est revenu. Super bon livre. Love of UX, c'est revenu. Don't Make Me Think,
4 sites web, 4 fois 100 things, revenu 4 sites web, 3 fois. Donc voilà, Refactoring UI, revenu, Still Like an Artist, c'est pas un livre de UI, mais c'est un bon livre. Mais voilà quoi. Voilà comment tu arrives à découvrir qui sont ou quels sont les bons livres qu'il y a en termes de design. Taxe, TVA, contrat. Hum, hmm. Et ça, c'est un long volet. Je ne sais pas si ce sera pertinent de l'aborder en fin de ce call ou s'il faudra juste qu'on l'aborde dans un autre call. Oui, enfin, mais les seules choses que je pourrais dire, je crois que je l'avais aussi abordé d'une certaine façon dans un call précédent. Lorsque vous êtes solopreneur, enfin, lorsque vous êtes seul, si vous faites moins de 3 millions de chiffre d'affaires, ne créez pas un établissement, ne créez pas encore d'entreprise. Utilisez juste votre numéro IFU et à chaque fois que vous achetez quelque chose, assurez-vous de garder le reçu. Commencez par développer cette bonne pratique-là. Quand vous achetez n'importe quoi, demandez un reçu. Il faut que ça devienne un réflexe. Voilà. En tout cas, si vous aspirez à créer une agence créative, commencez par prendre des factures et des factures normalisées pour tous les achats que vous faites. Commencez par demander systématiquement pour voir à quel point c'est facile ou pas. Parce que c'est une habitude à développer. Et quand vous aurez une entreprise, ça va beaucoup jouer. Lorsque vous allez faire un travail pour quelqu'un, je ne sais pas si vous travaillez pour des institutions parfois ou si vous travaillez juste avec des individus et que ces personnes-là vous prélèvent ce qu'on appelle l'AIB, demandez toujours ou mettez en place une procédure pour demander le reçu de paiement de l'AIB ou de versement de l'AIB. Donc, dans votre workflow, à un moment, vous devez demander le reçu de paiement de l'AIB qu'on vous a prélevé. Et la dernière chose que je vais fortement vous suggérer de faire, c'est qu'à chaque fois que vous entrez en contrat avec quelqu'un et que vous finissez le travail, demandez une attestation de service bien fait. Demandez une attestation de bonne exécution à chaque fois que vous avez un client avec qui vous avez conduit un travail de bout en bout. Demain, ça va vous aider lorsque vous allez commencer par vouloir traiter avec des institutions. C'est généralement ce bout de papier qui s'appelle attestation de bonne fin d'exécution ou bordereau de livraison que beaucoup de gens ne demandent pas parce qu'on n'en voit pas l'utilité, qui est l'élément qui va tout de suite vous éliminer votre candidature, éliminer votre profil dans les grands marchés d'appel d'offres. La plupart des gens qui commencent dans ce secteur-là n'ont juste pas d'attestation de bonne fin d'exécution. Ils n'en ont jamais entendu parler et c'est l'un des trucs qui fait qu'on est tout de suite éjecté. Donc, commencez par prendre le réflexe de demander ça. Vous avez fait un logo pour quelqu'un, c'est votre tante, c'est pas grave. Demandez-lui de vous rédiger une attestation de bonne fin d'exécution. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une attestation de bonne fin d'exécution? Chat.openai.com. Vous allez demander à ChatGTP c'est quoi une attestation de bonne fin d'exécution, de vous rédiger un pour votre contrat, vous mettez les spécifications, vous envoyez le modèle Word à la personne, vous lui demandez d'imprimer, de signer, vous prenez ça, vous scannez et vous archivez ça en fait. Et vous collectionnez vos attestations de bonne fin d'exécution. Un jour, ça vous sera utile. Donc, j'ai parlé d'AIB. Quand on vous prélève l'AIB, prenez les reçus, développez l'habitude de prendre des factures et demandez des attestations de bonne fin d'exécution lorsque vous travaillez pour quelqu'un et collectionnez ça parce qu'un jour, ça vous sera utile. C'est ça qui va prouver que vous avez vraiment l'expérience que vous dites avoir. Si vous pouvez venir et dire que vous avez 10 ans d'expérience, mais ça ne va pas passer. Il y a Roussol et Océane qui viennent de joindre, mais il est 16h11, on finit l'école à 16h15. Enfin, il est 16h15 chez moi, je suppose qu'il est 15h au Bénin, mais je vais encore appeler une fois. Si vous avez envie de joindre l'école, il suffit juste d'aller sur votre Google Calendar, calendar.google.com ou de télécharger Google Calendar sur votre téléphone Android. Vous allez tous les jours voir la notification dans votre agenda et ça va vous permettre de ne pas rater l'école. Je vais essayer de partager mon écran par rapport à ce point précis. Vous voyez là, c'est juste mon agenda de la semaine. Et normalement, ce talk, Iowa Talk, la discussion design et entrepreneuriat créatif, vous l'avez tous les jours de la semaine, samedi et à la bonne heure. Donc, vous pouvez décider de
de demander au truc de vous donner une notification 30 minutes avant, 20 minutes avant. Vous pouvez accepter de participer à une séance ou pas. Enfin, vous pouvez vraiment... Ah, ok. Ok, Boussole. Bah, désolé pour l'inconvénient. Bon, je ne sais pas pour les autres s'ils ont un programme spécial, mais enfin, je peux essayer de rester 15 minutes, voir si tu as posé des questions et essayer de te répondre spécifiquement, comme tu parles d'être au cours souvent aux heures d'école. Mais ce qui est sûr, pour toutes les semaines, vous aurez en fait à chaque fois l'élément qui est dans votre Google Calendar. Moi, j'utilise beaucoup Google Calendar pour tous mes programmes. Donc, c'est ça qui me permet de rester à jour et de ne pas oublier des choses. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. La meilleure manière de ne pas louper l'heure, c'est de passer par ce canal-là. Mais la seule question, enfin, que je pense à laquelle je peux répondre ici pour tout le monde, enfin, je trouve ça un peu drôle, mais c'est comment passer la barre des 1K euros en tant que débutant. Donc, 1K euros, ça fait 1000 euros, je suppose 655 000. La réponse que je vais te donner tout de suite, c'est que quand on est designer, la chose la plus dure, c'est de tenir dans la durée en cherchant à devenir compétent sans se dire tout de suite qu'on veut cash out. Bon, il y a plusieurs doctrines, hein, il y a plusieurs écoles. Les unes vont vous demander de chercher tout de suite à faire du profit, à gagner de l'argent. D'autres vont vous demander de chercher la compétence avant de chercher les ressources. Chacun a raison d'une manière ou d'une autre, mais ça va dépendre de votre profil. Si vous êtes jeune étudiant, que vous vivez encore chez vos parents et que papa paye encore le loyer, l'électricité, et si vous rentrez à la maison le soir, vous pouvez avoir à manger. Je pense que votre objectif ne devrait pas être tout de suite, enfin, votre premier objectif, ça ne devrait pas être la rentabilité. Euh, Exactement, Resnick. Enfin, c'est pas très sain de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Il y a des projets que moi je prends. Je prends un exemple simple. Depuis 6 mois, on est en train de travailler sur un projet de rebranding de l'identité visuelle du laboratoire de génétique, de biotechnologie et de sciences des semences de la faculté des sciences agronomiques. Et ce projet-là, j'ai des gens qui travaillent dessus depuis 4 mois. Enfin, au total, ça fait 7 mois qu'on bosse sur le projet, mais à full time, j'ai au moins 2 designers que je paye, dont je paye les salaires, qui ont travaillé dessus au moins 4 mois. Et moi, en fait, j'ai payé. Mais le client m'a dit dès le départ que je ne veux pas te payer. On l'a fait, mais je ne vais pas te payer. Mais c'est mon plus grand et c'est mon plus vieux client. Donc, je me suis dit, OK, je peux prendre le risque. Mais quand le client a vu le travail qu'on a rendu, il a dit, écoute, franchement, je ne peux pas ne pas te payer pour ce que tu as fait. Combien il faut que je te paye? Et là, je lui dis, écoute, je sais que tu n'as pas le budget, mais si tu dois me payer pour un logo, franchement, moi, je ne prendrai pas moins de 450 000. Et je ne sais pas, soit tu me payes, soit tu ne me payes pas. J'ai accepté de faire le travail gratuitement, mais si tu veux me payer le minimum que moi j'accepte, c'est 450 000. Parce que 450 000, même si je suppose qu'un de mes designers a 100 000 le mois, ce qui, enfin, supposons même qu'ils sont à 50 000 chacun, ce qui n'est pas le cas, fois 2, ça fait 100 000 par personne, fois 4 mois, ça fait 400 000. Je ne gagne pas d'argent sur ce projet, mais ce que je gagne, c'est la capacité de mon équipe à communiquer, c'est la capacité de mon équipe à prendre des challenges et c'est cette compétence qu'ils ont acquise qui fait que demain, si je vais sur un projet de design d'identité graphique plus complexe, je vais te dire ça comme ça, mais on va manger ça vite fait. Ce sera juste très simple à réaliser. Donc, il y a les projets que vous prenez pas pour gagner en cash, mais pour gagner en compétences. Et quand une entreprise prend le risque de confier son image de marque, son logo à un amateur, parfois, vous aussi, vous devez payer un prix pour cette chance. Et le prix que vous payez pour cette chance, c'est votre temps et c'est du bénévolat. Donc, ce n'est pas on est en train de m'exploiter, c'est pas on est en train de profiter de moi, c'est je suis en train de quitter un niveau d'ignorance parce qu'une entreprise prend le risque de me faire confiance en tant qu'amateur. Et je me dois vite de quitter le niveau d'amateur pour qu'on puisse commencer par me payer. Aujourd'hui, il y a des compétences, enfin, celui que je peux citer sans cligner des yeux, c'est le design éditorial. Moi, je facture cette compétence-là ultra cher.
et enfin, je ne bouge même pas, je ne cligne même pas des yeux. Soit tu peux, soit tu ne peux pas, tu vas voir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si tu viens me voir pour te faire une mise en page de 5 pages Word, enfin, le strict minimum que je vais prendre, c'est 50 000, à raison de 10 000 par page. Mais j'ai facturé jusqu'à 50 000 la page de design éditorial. J'ai facturé, genre, imaginez, quelqu'un vous envoie 10 pages Word et vous le faites une facture de 500 000. Parce que j'ai atteint ce niveau-là où je sais que dans Cotonou, on n'est pas plus de 5 qui faisons ce type de design-là pour ce type de client-là. Et les 4 autres que moi, je les connais tous. Et c'est ça, en fait, la différence. Quand vous avez la compétence, franchement, ça passe. Ma première moto, c'est un contrat de design éditorial qui me l'a offert. Un seul contrat. Mon premier MacBook Pro, c'est un contrat de design éditorial qui me l'a offert. Un seul contrat. Mais avant ça, j'ai travaillé 2 ans sans être payé. Et le jour où on a commencé par me payer, la première somme qu'on m'a payée, c'était 400 000. Ensuite, on m'a payé 700 000 pour éditer du test. Donc, c'est aussi dire que euh, votre obsession, c'est devenir bon. Et savoir qu'il y a une seule façon au monde de gagner de l'argent, c'est de le prendre aux autres. Et pour prendre son argent aux autres, il y a aussi 2 manières. Les forcer à vous le remettre en leur mettant un fusil ou un couteau au cou, ou être quelqu'un dont ils trouvent l'utilité tellement grande qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de vous remettre leur argent. Si Microsoft est riche, c'est parce que tout le monde a un ordinateur Windows, et en achetant un ordinateur qui a le système d'exploitation Windows dessus, vous avez payé de l'argent à Bill Gates. Bill Gates n'est pas riche par magie, il n'est pas riche parce qu'il a investi. Il est riche parce que dans vos mains ou chez vous, il y a un ordinateur qui utilise son système d'exploitation. Les gens de Google, ils ne sont pas riches parce qu'ils ont investi ou ils ont créé un produit. Non, c'est parce que tous, autant que nous sommes sur Google Meet. Moi, je paye un abonnement pour pouvoir tenir ce Google Meet-là et l'enregistrer. Voilà comment ils gagnent de l'argent. Quand vous achetez votre Android, vous payez, vous contribuez à payer la licence que l'entreprise, que ce soit Samsung, Huawei ou Infineon ou Techno, paye à Google. Donc, c'est ça le principe même de gagner de l'argent. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui remet de l'argent à quelqu'un d'autre, à part si vous êtes une banque centrale et que vous pouviez imprimer de l'argent. Et là encore, il y a des conditions. Donc, la chose la plus simple que vous pouvez garder en tête, il y a une seule façon de gagner de l'argent au monde, c'est de le prendre aux autres. Ça, c'est un. Et deux, pour pouvoir prendre leur argent aux autres et pour qu'ils puissent sourire en me le remettant, il faut que je sois suffisamment compétent, suffisamment bon pour que ça ne les gêne pas de me remettre leurs sous. Donc, voilà ce que je peux dire. Dès que tu arrives à un niveau de compétence qui te permet d'être suffisamment bon, franchement, un cas, ça ne va plus être grand-chose. Mais ce n'est pas parce que tu as gagné un cas en janvier qu'en septembre, tu pourrais ne rien gagner, quoi. C'est aussi ça. Il peut arriver que tu fasses 1 mois, 2 mois sans rien gagner, malgré que tu aies passé la barre d'un cas. Il peut arriver que tu fasses des projets, que tu investisses tes fonds et que tu ne gagnes rien à la fin, que tu ne fasses pas des bénéfices, que tu fasses des pertes, même en prestation de service. Tout ça arrive. Mais c'est ce que tu apprends au long du chemin qui est le plus important, à mon sens. Donc, voilà pour répondre à cette question-là spécifiquement. Tu restes, j'espère que tu trouveras réponse dans les différentes vidéos qui viendront à partir de juillet. Et voilà, on est à la fin de ce call. J'espère que chacun d'entre vous y a gagné quelque chose. Pour ceux qui ont rejoint un peu tard ou plus tôt, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc, merci à tous d'être venus. On se dit à samedi prochain.